Bonjour Christophe. Mais là, ça marche, il me semble. Merci à toi. Christophe assure donc la régie de cette soirée. Il y a un micro, puisque cette soirée est enregistrée. Moi, je vais assurer un peu la modération, l'animation, la discussion, veiller à ce que les temps de parole entre les gens soient équilibrés, qu'on puisse entendre toutes des voix différentes. Commencer peut-être par donner la parole à la personne qui nous accueille, la directrice du Centre culturel des Verts, Karine Fontaine. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis juste là pour accueillir Contes en balade. Je suis très heureuse de les accueillir. En fait, on avait au mois de mai, avril, pensé à une thématique qui était la résistance. Et puis Muriel est venue en nous disant « Tiens, nous on va travailler sur la résistance ». Ah bah tiens, c'est bizarre. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Et donc on a décidé de faire une collaboration et de vous accueillir. C'est le premier projet qu'on accueille là sur cette thématique cette année. Et tout au long de l'année, on va vraiment développer des projets. Il y a des choses déjà finalisées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. On prend la résistance au sens super large, donc c'est vraiment sur plein de thématiques différentes. Donc voilà, je suis super contente, je vois plein d'artistes dans la salle, donc je pense que ça sera vraiment très très bien comme causerie, débat, voilà. Donc je laisse la parole à Carole. Carole Segers, donc co-directrice artistique de l'équipe de Contes en balade, en compagnie d'Oumécha, qui est là, de Muriel Durand. Carole Segers, c'est toi qui t'y colle. Déjà, bienvenue au nom de Contes en balade. Merci à l'Entrelacs de nous accueillir. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais assisté à un événement de Contes en balade ? Une personne, deux personnes, trois personnes quand même. Donc, on est nomades, on bouge dans la ville et on cherche des lieux qui ont une certaine magie et on les habite de magie de parole. Il y a des artistes qui viennent du coup dans ces lieux et qui les habitent. Et donc voilà, on est très contentes, Oumé, Muriel et moi, parce que c'est le début de la saison, notre première saison, parce que Oumé et moi, on vient d'arriver dans Contes en balade. Muriel est là depuis des années, mais Oumé et moi, c'est le début. Et du coup, c'est notre première saison qui commence avec vous. Donc merci d'être là pour fêter ce moment-là. Donc oui, Contes en balade, on est ici ce soir donc, pour une causerie. Parce qu'une fois par an, autant on arrive dans des lieux pour raconter des histoires, autant une fois par an, ça devient une tradition, parce que c'est la 3e fois cette année, donc, qu'on se réunit pour parler de la société, du monde dans lequel nous vivons, et comment le conte s'insère dans le monde. Et donc, c'est la 3e conterie de Contes en balade. Il y en a déjà eu 2 autres. Les podcasts, c'est devenu des podcasts qui sont sur le site de Contes en balade. Ce soir, c'est enregistré aussi pour ça. Et du coup, la thématique, vous la connaissez. Voilà. Et dire aussi que Oumé, Muriel et moi, on est hyper heureuses de collaborer avec Karine Demange, qui est réalisatrice radio, dramaturge des arts de la parole. Et dramaturge des arts de la parole, c'est quoi ? C'est aussi le conte, mais c'est aussi le slam, c'est aussi la radio. Et donc, c'est un peu l'univers de Karine qui nous a appelés. Et on est très heureuse de collaborer avec elle ce soir. Et pour terminer, c'est la question comment résister. Alors comment faire un haïku de tout ce qu'on a envie de dire ? En tout cas, ce ne sera pas possible de tout dire. Ce que Juste Conte et Société, on se dit aujourd'hui, 2025, 19 septembre, on vit dans un système capitaliste, un système qui a ses oppressions, un système qui tue chaque jour un petit peu le vivant. Et nous sommes conteuses, nous racontons des histoires. Il y a d'autres artistes qui sont dans la salle, qui ne sont pas conteurs, conteuses, mais qui expriment leur art. Et du coup, dans ce système actuel, avec l'actualité qu'on connaît tous et toutes, en quoi l'art est une forme de résistance ? Ça peut couler de source, mais en fait, ça reste une question. En quoi notre parole, en quoi notre expression est un acte de résistance ? Et c'est ce qu'on va explorer ensemble ce soir. Donc moi, je reprends la parole. Peut-être Mohamed peut s'installer. La soirée va se passer en 2 temps. Il y a un premier temps où l'équipe artistique a invité 3 personnes à intervenir sur leur propre rapport à la résistance en lien avec leur pratique
à l'endroit d'où il parle, sachant qu'on est quand même dans le secteur du conte et que c'est cet endroit-là qu'on souhaite interroger, en tout cas les espaces de résistance et tous les possibles, et il y en a plusieurs. Donc chaque intervenante aura une vingtaine de minutes pour parler de sa pratique et ouvrir un peu ces portes-là. Et ensuite, on se mettra tous et toutes à bord plateau avec vous pour échanger pendant une deuxième heure sur vos expériences, sur vos ressentis. Concernant Mohamed Taleb, il n'est pas en Belgique, mais on le voit assez souvent ici ces derniers temps. Mohamed, écrivain algérien, formateur en éducation relative à l'environnement, militant engagé sur l'écologie, la Palestine, l'écoféminisme. On aurait eu 1000 conférences à lui commander pour ici. Il en a d'autres, je vous invite à découvrir son travail. Pour aujourd'hui, on a essayé de proposer à Mohamed de rentrer dans un cadre de 20 minutes et c'est une vraie gageure. Voilà, à tout de suite. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour votre présence, le fait d'avoir coché ce vendredi soir dans votre agenda. Voilà, je remercie l'Entre-là et puis Conte en balade pour cette invitation. Donc 20 minutes, donc 19 minutes maintenant. La démarche, ou plutôt la méthodologie que je vais utiliser, c'est celle d'une ancienne école de peinture que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le pointillisme. Oui, ce sont des peintres qui, devant la toile, vont poser comme ça par à coup des petites pattes, des petites touches, des motifs. Au départ, ça n'a pas de sens. Et puis, progressivement, on voit que ces différents points prennent forme et construisent justement un récit pictural. Donc, j'espère qu'au bout des 20 minutes, que vous trouviez la cohérence dans mon propos. Mais sachez que dans les 15 premières minutes, ce sera décousu. Donc la cohérence, elle sera finale. Le point de départ que je voudrais utiliser comme ça, spontanément, je vais prendre la casquette du philosophe ou de l'historien de la philosophie. Si on parle de la philosophie et de l'histoire de la philosophie, c'est bien de parler de la Grèce, des Grecs anciens. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on explore les différentes écoles de philosophie grecques dans l'Antiquité, on s'aperçoit que les Grecs nous ont offert une clé fabuleuse, une clé magique, pour comprendre la façon dont les humains habitent le monde. Et la leçon des Grecs, c'est de nous dire que les humains habitent le monde à travers le langage. Le langage n'est pas le seul mode d'habitation. On habite aussi le monde à travers le corps. La vie sensorielle est aussi une façon d'habiter le monde. Mais ça, ce n'est pas propre à l'humain, la vie sensorielle. On la partage avec l'animal et puis même le végétal. Le propre de l'humain, c'est le langage qui va très tôt s'identifier à la culture. Et c'est quoi cette grande leçon des Grecs? C'est de nous apprendre la chose suivante. Si on met dans une bibliothèque tous les livres de l'humanité, à toutes les époques et dans toutes les langues, donc sachez que ça nous fait une bien belle bibliothèque. Et si en plus on trouve le moyen de mettre des rayonnages d'oralité, parce que vous savez qu'une grande partie de l'humanité transmet la culture, non pas par l'écrit, mais par la parole, ne serait-ce qu'il suffit de penser au peuple autochtone, par exemple, ou bien à la vie dans les campagnes du monde entier, donc ça nous fait une bibliothèque encore plus grande. Eh bien, les Grecs nous disent qu'il est possible de regrouper toutes ces œuvres de l'humanité en deux grandes familles langagières. Avant de dire ce qu'elles sont, j'oublie pas le thème, résister et la création, ne vous inquiétez pas. Dans la première famille, on a toutes les œuvres qui nous aident à comprendre le monde dans son fonctionnement. Cette famille-là, elle cherche à découvrir les lois des structures sociales, physiques, économiques. Son mode de fonctionnement à elle, à cette famille-là, c'est la preuve. On accède à la vérité du monde à travers la preuve. La preuve juridique, la preuve mathématique, la preuve médicale, etc. Cette famille-là, elle a un nom, c'est le logos. Le logos, en grec, c'est la compréhension rationnelle. Comme dans biologie. Vous entendez le mot logos dans biologie. La biologie, c'est la compréhension rationnelle du vivant. La psychologie, c'est la compréhension rationnelle de la psyché. La sociologie, etc., etc. La valeur qui domine dans cette famille, c'est l'objectivité. Et la preuve, c'est la procédure de vérification. Et la matière première des œuvres du logos, c'est les concepts. Dans la deuxième famille, on a des œuvres comme par exemple Les Mille et une Nuits, clin d'œil à Najwa et Scheherazade. On
On a tout le roman arthurien. Vous vous rappelez Viviane et Lancelot. On a le Mahabharata, si vous êtes familier de l'Inde. On a toute la poésie et les contes populaires. Cette famille-là, on l'appelle habituellement, alors je vais dire le mot, mais il faut surtout désapprendre l'usage de ce mot. N'entendez pas ce mot comme les jeunes d'aujourd'hui, à cause de l'aliénation capitaliste qui a été évoquée tout à l'heure. Cette deuxième famille, c'est le mythos, donc pas au sens de mytho. Là, intéressant, l'usage du mot mytho dans la jeunesse contemporaine signe un degré d'aliénation absolue. Parce que derrière le mytho, on a le mythe, on a les mythologies, on a les cosmovisions, on a la poésie du monde. On a tout un univers de formes et de langage et d'images qui constituent des trésors collectifs de l'humanité. Ce que la philosophie grecque nous enseigne, c'est que nous avons besoin de ces deux familles. Nous entrons en situation pathologique quand le logos prime sur le mythos ou inversement. Nous avons besoin des deux. Les deux disent la vérité, selon leur mode propre. Alors le mode du mythos, ce n'est pas la preuve. Comme dit une ancienne langue médiévale, la langue des oiseaux, c'est pas la preuve, c'est l'épreuve. Un poème, un conte, il a du sens si on éprouve en soi quelque chose. La subjectivité, elle est en éveil. Alors que devant un texte mathématique, on n'est pas sur le terrain de l'épreuve, mais de la preuve et de l'objectivité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il était une fois. Parce que voilà, quand on balade, donc je vais casquette du conteur. Alors, je ne sais absolument pas si ce dont je vais vous parler est un conte qui raconte une histoire vraie ou une histoire vraie qui est mise en scène par des mots, mais sachez que tout ce que je vais vous dire est absolument vrai. Bon, les GSM sont coupés, donc vous n'avez pas la possibilité de faire une vérification immédiate, mais à 21h, vous taperez les mots-clés que je vais vous dire. Oh, il n'a pas menti, ce Mohamed Taleb. Alors, de quoi il s'agit ? Si je vous demande un immense pays triangulaire sur Terre, qu'est-ce que vous me diriez ? L'Inde, absolument. Vous voyez tous la carte du monde. Hein. Vous voyez la Palestine. C'est un bon repère maintenant. L'Inde, un triangle, la face septentrionale himalayenne, et puis les deux côtés qui s'enfoncent dans le méridional, dans le fameux océan Indien. L'Inde a acquis son indépendance en 1948. Et dans les années 50, la population indienne a traversé l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire. Ça a été une immense famine. Lorsqu'en Europe, on a commencé à parler historiquement de la faim dans le monde, c'est d'abord l'Inde. Bien avant la Somalie ou l'Éthiopie, ça c'est les années 80, 90, 90. Dans les années 50, c'est l'Inde. Et là, la communauté scientifique mondiale s'est mobilisée, c'est-à-dire en fait occidentale, ne vous inquiétez pas. Et il faut absolument aider les petits-enfants qui souffrent de malnutrition. On a trouvé la solution, donc dans les années 50 et 60. On va augmenter les taux de productivité du blé et du riz, notamment pour nourrir la population. Et donc on a métamorphosé les systèmes agroalimentaires, les modes de production agricole. On a introduit, vous avez compris, les pesticides, les intrants, etc., etc. Heureusement, ça a permis de résoudre la question alimentaire. Le prix à payer a été une pollution massive des écosystèmes, notamment dans le nord de l'Inde. Juste à côté de l'Inde, vous avez un petit pays. Alors, moi, je suis musulman, donc je ne suis pas bouddhiste ou hindou, donc l'idée du karma, ça ne rentre pas dans ma tête. Mais quand même, c'est un pays qui a vraiment, vous avez compris, c'est l'un des pays les plus malheureux de la planète. C'est le pays où le prolétariat est le plus maltraité, textile. C'est le pays qui, en plus de ça, est le premier qui va disparaître avec la montée des eaux, parce que ce pays, physiquement, c'est un delta. Vous avez compris de quel pays je parle ? C'est le Bangladesh. Eh bien, il se trouve que les fleuves pollués de l'Inde, à cause justement de la transformation des écosystèmes, due à ce qu'on appelle la révolution verte, c'est le nom technique, on devrait l'appeler anti-verte. Comme il y a eu donc cette pollution massive, les fleuves indiens, comme le Gange, qui prennent leur source dans l'Himalaya, qui débarquent dans l'océan Indien, traversent le Bangladesh. Et dans les années 70, on s'est aperçu que des milliers d'enfants souffraient parce qu'ils consommaient ce qu'on appelle, dans le jargon, les eaux de surface. Et là, vous avez la communauté internationale, la même, qui s'est mobilisée. Il faut absolument aider les petits-enfants du Bangladesh qui souffrent de maladies quelconques, etc., etc. Alors, je sais que j'ai 20 minutes, maintenant il m'en reste 10, et je ne suis même pas à la hauteur du contenu qui m'a été donné de faire. Mais à culpa. Je vais essayer de parler plus vite. Est-ce que vous vous rappelez de Cary Grant ? Vous vous rappelez de Cary Grant ? Cary Grant, quand il était jeune, il a joué dans un film que moi j'ai bien aimé. Il avait 2 tantes qui s'occupaient d'une auberge,
Et ces deux tantes faisaient de l'accompagnement de fin de vie à des gens qui frappaient à la porte de l'auberge, parce qu'en fait, ils étaient tellement vieux, tellement malheureux, que en fait, les deux tantes assassinaient les petits vieux pour la bonne cause. Hein, voilà. Et vous vous rappelez de ce film-là, Arsenic et vieille dentelle. Bon, c'est un détour. Hein. Ce qui compte dans l'histoire, c'est le mot arsenic. Parce qu'en fait, dans les années 2000, on s'est aperçu, c'est l'OMS à Genève et à New York, on s'est aperçu que des dizaines de milliers de personnes étaient mortes parce qu'elles avaient consommé les eaux de surface. Pourquoi ? Les fonctionnaires internationaux qui vont dans les années 70 dans les villages du Bangladesh ont trouvé la solution. Si les eaux de surface sont polluées, on va creuser des puits. Mais comme cette sollicitude occidentale se veut démocratique, on va demander l'avis aux populations. Et ce sont des femmes qui prennent la parole dans les villages, massivement. Elles disent, je traduis du bengale au français, mais c'est vraiment vrai ce que je vous dis, on ne veut pas boire l'eau des trous, c'est l'eau du diable. Alors, vous vous rappelez les peintures de Picasso où on voit des visages complètement cabossés. Ben, c'est le visage des fonctionnaires internationaux. Ils ne comprennent rien à cette phrase. Ils ont compris la première partie. On ne veut pas boire l'eau des trous, ils ont compris qu'on ne veut pas boire l'eau des puits. C'est l'eau du diable. Donc, ils vont regarder la nomenclature des concepts en vigueur, ajustement structurel, développement durable, éco-citoyenneté. Il n'y a pas eau du diable. Donc, on passe outre. Et dans les années 2000, après que le financement soit arrivé avec la Banque mondiale et d'autres institutions, on a foré entre 4 et 10 millions de puits. Après tout ça, l'OMS sonne l'alarme, parce qu'il y a des rapports médicaux qui viennent du Bangladesh, d'Inde, de France et d'ailleurs. En fait, on a des millions de personnes qui meurent parce qu'on a oublié de faire une étude épidémiologique. Les nappes phréatiques sont saturées d'arsenic, l'un des poisons les plus mortels de l'humanité. Les populations savaient la nocivité de l'eau des trous, d'où l'eau du diable. Pour la petite histoire, vous avez un documentaire qui a été fait par des médecins du Bangladesh et d'Inde et de France qui s'appelle justement L'eau du diable, que vous pouvez regarder sur Internet, et un vrai documentaire où on voit les gens mourir. Pour la petite histoire, l'OMS, il y a une dizaine d'années, avait posé des estimations. On considère qu'il faut atteindre 2025 pour atteindre le pic de la pollution à l'arsenic. C'est là où il y aura le plus de dégâts humains. L'OMS a établi une fourchette, donc c'est plutôt un râteau, tellement il y a un écart entre les deux. Donc c'est ce que c'est qu'une fourchette en statistique. On est sûr d'atteindre le niveau inférieur, et si on ne fait rien, on risque d'atteindre le niveau supérieur. Le niveau inférieur, c'est tout simplement 25 millions de morts. Et on risque d'atteindre 75 millions de morts. C'est le plus grand scandale sanitaire du siècle, des 2 siècles. Quel rapport avec le premier point où je parlais des Grecs ? Tout simplement parce que ces femmes et ces communautés villageoises ont dit la vérité, non pas sur le mode du logos, mais sur le mode du mythos, en parlant de l'eau du diable. Si ces femmes avaient dit aux fonctionnaires internationaux, « Et vous, le fonctionnaire international, vous vous souvenez de Mendeleïev et du tableau périodique, chimique, des éléments ? Dedans, il y a l'élément arsenic. » En plus, il n'est même pas certain que cette parole aurait été acceptée. En fait, ils ont dit la vérité sur le mode du mythos, sur le mode de l'image. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que le capitalisme, comme civilisation, pas comme système économique, quelque chose de beaucoup plus global, le capitalisme comme civilisation occidentale, il est autiste à l'égard de la pluralité des formes de langage de l'humanité. Pour lui, si ça ne se dit pas à travers la preuve, le concept et le logos, ça n'a pas de sens. D'où cette dépréciation des cultures populaires, des cultures paysannes, des imaginaires locaux du Nord, du Sud, d'Orient et d'Occident. Et c'est la raison pour laquelle, justement, la culture, je ne parle pas de la culture bourgeoise élitiste, celle des métiers de la culture. Je parle de la culture au sens anthropologique. Quand un paysan va tracer un sillon dans son champ, c'est un acte culturel qui a la même dignité que le fait de construire un opéra. Quand une paysanne des Ardennes ou de Cisjordanie va rempailler une chaise, c'est la même dignité culturelle que le fait d'interpréter de la musique classique. Au sens anthropologique, tout ce qui est humain est culturel. Ce qui est intéressant lorsqu'on compare le logos et le mythos, qui sont complémentaires, c'est que ce qui domine dans le logos, c'est un modèle de temporalité qui est le modèle dominant en Occident et qui s'est imposé à l'échelle du monde. C'est un modèle tellement évident qu'il n'est plus questionné par personne. C'est le temps linéaire, ce que les physiciens appellent la flèche du temps, avec les 3 moments qu'on connaît tous,
passé, présent, futur. Un temps régi par un dieu que vous connaissez tous, Chronos. Et d'ailleurs, Chronos me dit qu'il me reste 1 minute et demie, donc je vais devoir saborder mon bateau. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le mythos, la temporalité n'est pas celle du temps linéaire, passé, présent, futur. En réalité, il y a une biodiversité des temps, en fonction des langues, des cultures, des écosystèmes. Et l'un des modèles de temporalité qui me semble le plus juste, c'est justement le modèle qui va essayer de nous sortir du temps linéaire, passé, présent, futur. La résistance, dans l'immense majorité des cas aujourd'hui, nous rend prisonnières du temps linéaire du capitalisme. Nous résistons, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'initiative. Nous réagissons à une saloperie du capitalisme. Ah, il fait ça, nous entrons en résistance. Donc nous n'avons pas la maîtrise du temps. Si notre agir humain, anthropologique, homme, femme, citoyen, n'est que de résistance, eh bien nous serons prisonniers de ce temps linéaire. L'un des enjeux, c'est de relier le temps linéaire de la résistance avec d'autres temporalités. Il y en a une qui m'intéresse assez, c'est celle des alchimistes de la Renaissance, qui avaient élaboré un autre modèle de temporalité que j'aime assez. En fait, le temps devient un temps chevaleresque. Vous voyez la flèche du temps, voilà. On prend les deux bouts de la flèche du temps, on la tord. Ça nous donne un templier. On va plier le temps. Et dans ce templier, que deviennent le passé, le présent et le futur? Ils sont métamorphosés. Le passé devient mémoire vivante. Ce n'est pas la même chose. Le présent, il devient présence. Et le futur, c'est l'imagination active. Dans une temporalité, mémoire vivante, imagination active, présence, les mythes, la poésie, les légendes, les filiations, les patrimoines n'ont absolument pas le même contenu que dans le temps linéaire. Parlez par exemple des Béguines, tout ça, vous êtes tous dans la confidence, cet immense mouvement d'extrême gauche féministe au Moyen-Âge, qui a dynamisé des dizaines de milliers de femmes en Belgique et en Europe du Nord. Lorsqu'on parle des Béguines, si on est dans le temps linéaire, on devient réac, parce que ce sont des personnages du passé. Et le réactionnaire, c'est celui qui va dire « Ah, c'était mieux avant ». Mais dans ce modèle de temporalité où on parle de mémoire vivante, l'idée c'est de se dire les Béguines, ou bien Hildegard de Bingen, ou bien Gilgamesh, ou bien etc., ont des choses à nous dire dans notre ici et maintenant. Voilà. Libérer la culture, l'art, les imaginaires du passé, les vitaliser, leur donner une âme, précisément pour qu'ils nous aident, vous savez à quoi ? À sortir de ce que l'ancienne ministre de la Culture du Mali, qui s'appelle Aminata Traoré, elle avait écrit un ouvrage sur les rapports Nord-Sud, il y a 25 ans. Et cet ouvrage s'appelait « Le viol de l'imaginaire », où elle disait que les rapports Nord-Sud ne sont pas seulement politiques, économiques et militaires, c'est aussi des rapports où on uniformise les cultures, on standardise les imaginaires. Elle appelait ça le viol de l'imaginaire. Eh bien moi, il me semble qu'on a besoin, lorsqu'on est dans une dynamique de résistance, de relier ce temps de la résistance à un autre temps, qui est celui de la créativité. Et dans la créativité, l'enjeu, c'est pas simplement résister, dire non, c'est pas simplement s'indigner, c'est aussi se dire, et là je reprends un vieux mot d'ordre d'il y a 25 ans, c'est de dire d'autres mondes sont possibles. Merci Mohamed Taleb. Najwa Darwish peut te préparer à monter sur scène aussi. Najwa est conteuse, on a pu la voir sur cette même scène cet après-midi avec une séance scolaire, un public d'ados pour présenter Sherazade. Elle va nous parler de ce travail et d'autres choses puisqu'elle est conteuse mais aussi autrice. Et dans ce cadre, elle crée des spectacles, elle crée des actions de territoire. Elle est aussi directrice artistique d'un festival qui s'appelle Conte is not dead. Elle réalise des podcasts. Elle a travaillé notamment sur les héroïnes. On en a eu quelques-unes avec Mohamed Taleb. Et Najwa aura presque le même temps. Et de toute façon, on se retrouve tous après pour continuer. L'entrelac, bonsoir. Comment résister? S'allonger ou se tenir debout? Regarder ou détourner les yeux? Résister à l'envie de plaire ou de déplaire? Rester droite dans ses chaussures, alignée, en conscience. Faire un pas de côté, oser se perdre. Être solide comme un roc
ou souple comme un roseau. Rire jusqu'à la dernière minute, quoi qu'il en coûte, même s'il faut gravir jour après jour les mêmes collines, même si cela semble insurmontable parfois. Je m'appelle Najwa Darwish, mais ça vous le savez déjà. Je suis conteuse, je suis autrice. Je suis née dans les années 80, dans le sud-est de la France. Je fais partie de cette génération Y coincée entre deux mondes, enfin un peu comme toutes les générations qui sont coincées entre deux autres générations. Mais pour ma part, entre les baby-boomers qui étaient convaincus que l'avenir serait toujours plus juste, égalitaire, et celui de la génération Z, née dans une société mise à mal, sans grande garantie d'un avenir meilleur. Le militantisme, je l'ai observé de près chez mes parents. Je les ai vus toute leur vie se battre pour leurs convictions, persuadés qu'ils changeraient le monde, que petit à petit ce monde deviendrait plus égalitaire, moins violent, moins individualiste. Ils se sont battus en utilisant les mots, la solidarité, le dialogue, la culture, pour une Palestine autonome et libre, pour un Liban fraternel, sans corruption, pour une France plus tolérante. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, dès l'adolescence, j'ai senti un grand vide au fond de mon ventre, un sentiment d'impuissance face à un monde que je trouvais trop cru, trop froid, trop violent. Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de changer les choses ? Est-ce que rêver d'une société idéale, sans violence, sans domination, c'est illusoire ? C'est quoi une société idéale ? Est-ce que c'est une société sans violence ? Ou est-ce que c'est une société qui parvient à survivre à sa propre violence ? Et alors comment survivre ? Quels outils pouvons-nous invoquer, transmettre pour tenir debout, faire face, réagir ? Pour continuer à nous battre pour le monde, la société, les prochaines générations. Bon, dans ma famille, le conte est une histoire de transmission. Transmission d'un répertoire et transmission d'une pratique. Mais je ne suis pas devenue conteuse par tradition familiale, je suis devenue conteuse par nécessité. Ma grand-mère libanaise, alors certaines peut-être qui étaient là aujourd'hui ont déjà quelques bribes de mon histoire, mais pour tous les autres. Ma grand-mère libanaise était illettrée, elle n'avait pas eu la chance d'aller à l'école, elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle était complètement ancrée dans cette tradition orale. Elle connaissait beaucoup de contes, elle les tenait d'une grand-tante, qui les tenait d'une vieille cousine, et comme ça, de génération en génération. Elle a commencé à raconter pour se donner du courage, et pour donner du courage autour d'elle pendant la guerre, ou pour affronter d'autres situations, la mort de son mari, par exemple. Mon père, lui, a commencé à raconter. Mon père est conteur professionnel. Il a commencé à raconter, quand il est arrivé en France, dans les années 80, il a commencé à raconter pour calmer la douleur de l'exil, puis pour garder le lien avec sa mère, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Sa mère ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait pas lui envoyer des lettres. Alors ils se sont envoyés des cassettes audio. Lui, il enregistrait les contes qu'il découvrait en France, elle, les contes qu'elle continuait à découvrir au Liban, et puis évidemment, il se donnait des nouvelles. Moi, j'ai commencé à raconter comme on attrape une bouée de sauvetage pour combler le vide au fond de mon ventre. Raconter des contes, c'est ma façon de m'engager, de me battre, de comprendre le monde. Dans mon travail d'artiste, j'écris mes propres textes et j'adapte beaucoup d'autres récits, en majorité des récits issus de la tradition orale, contes, mythologie. Je crée des spectacles tout-terrain et d'autres destinés au plateau, comme le spectacle que j'ai joué tout à l'heure, là, à 13h30, cet après-midi. Un spectacle qui s'appelle « Je suis Scheherazade », qui mêle contes, mythologie, portraits de femmes et récits de vie. Ce spectacle, pour moi, c'est comme une espèce de manuel de survie qui m'aide à me tirer hors de mon lit, pour me rappeler que oui, ça vaut la peine de se battre, qu'il ne faut pas baisser les bras. À l'origine de ce spectacle, il y a une date et une explosion. Le 4 août 2020, il y a eu une double explosion sur le port de Beyrouth, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui a explosé sur le port de Beyrouth. Partout ailleurs, crise sanitaire, sociale, écologique. La mer Méditerranée qui déborde de cadavres, les conflits armés qui continuent à fleurir un peu partout dans le monde et la peur qui grandit,
la peur du lendemain, peur pour l'avenir de la planète, peur de la pauvreté. Ce jour-là, le 4 août 2020, pour moi, c'est la goutte de trop. Je n'ai qu'une seule envie, plonger au fond de ce lit et arrêter de réfléchir. Mais est-ce qu'on peut vraiment arrêter de réfléchir ? Enfin, arrêter de réfléchir, c'est mourir quelque part. Bon, pas de suspense, je suis là, j'ai fini par sortir de mon lit. Ce qui m'a aidée, c'est un conte. L'histoire de Scheherazade. Du fond de mon lit, j'ai attrapé ce livre et je me suis plongée dans cette histoire que je connaissais quand même de loin, mais je ne m'étais jamais vraiment plongée dans son histoire à elle. Pas les contes d'Émilie Nuit, pas les contes qu'elle raconte, non, son histoire à elle. Alors, je donne quelques petites infos rapides sur ce que c'est que l'histoire de Scheherazade. L'histoire de Scheherazade, c'est vraiment l'histoire qui encadre les Mille et une nuits. Ce n'est pas une histoire pour les enfants, c'est une histoire qui n'a rien de merveilleux. Scheherazade vit dans un monde violent, comme il en existe toujours aujourd'hui, une dictature, où un tyran assassine chaque jour une nouvelle femme pour asseoir son pouvoir. Dans les profondeurs de mon lit, plus je lis cette histoire, et plus j'entends résonner les mots qui empoisonnent notre monde, les enjeux de pouvoir et de domination, comment la liberté des unes remet en cause le pouvoir des dominants, comment la violence rend fou, mais aussi comment les contes, la parole, peuvent être des armes pour transformer le monde, pour amener un peu d'humanité au cœur du chaos. Très vite, je ressens le besoin de partager cette histoire, mais je n'ai pas envie d'en faire un spectacle, en tout cas pas tout de suite. J'ai besoin de confronter cette histoire à d'autres imaginaires. Alors je commence par créer ce que j'ai appelé un café écho, une sorte de café de littérature orale que j'ai appelé Scheherazade et le pouvoir de la parole. En pratique, je retrouve un groupe, adultes, ados ou mélangés. Je raconte l'histoire de Scheherazade. Ça me prend à peu près 25 minutes pour raconter l'histoire complète. Et ensuite, à partir de l'histoire, on échange autour de ce que raconte cette histoire. De quelle façon ce conte résonne avec notre société. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Comment est-ce qu'il résonne avec nos vies ? Ensemble, on observe. On détricote les nombreux thèmes que l'histoire renferme et il y a de quoi faire. La tyrannie, la résistance, l'amour, la mort, la place de la femme, la puissance de la parole. On échange, on débat. Moi, je conduis la rencontre, mais mon objectif, c'est vraiment que les participants s'emparent de la discussion de façon très libre et décontractée. Ce café écho, j'ai eu l'occasion de l'organiser avec des publics très différents. Donc des ados, adultes, mais aussi des adolescents allophones, c'est-à-dire dont le français n'est pas leur langue maternelle, en apprentissage du français. Des jeunes mamans accueillies en centre maternel Croix-Rouge, des femmes âgées en maison de retraite. Et ce qui m'a plu avec ce dispositif, c'est que passer par le conte, pour ceux qui connaissent cette matière, ça permet de poser une distance. Et avec la distance, la parole se libère en douceur. On n'attaque pas le thème de la violence avec un récit de vie, mais à travers une fiction, à travers des symboles. Et je suis intimement persuadée que ça permet d'aller plus en profondeur, sans s'abîmer. Cette expérience, ce café écho m'a donné envie de continuer à chercher d'autres manières de créer la rencontre et le débat, d'autres manières de rencontrer l'autre, en dehors des spectacles que je créais jusqu'à présent. Alors j'ai créé un nouvel outil, un autre outil que j'ai appelé le grand tirage. Je ne l'ai pas apporté avec moi aujourd'hui, pourtant il est tout petit. En fait, c'est un jeu de cartes que j'ai customisé avec toutes les questions que je me posais, toutes les questions que j'avais besoin de confronter, de faire résonner dans d'autres imaginaires, d'autres têtes. À quoi ressemble ta société idéale ? Qu'est-ce que la violence pour toi ? Peut-on être lucide et heureux ? Si tu avais un super pouvoir, comment pourrait-il être utile aux autres ? Qu'est-ce que tu trouves beau dans le monde ? Alors en pratique, ce grand tirage, je l'ai organisé de plein de façons différentes. Soit en groupe scolaire, ou pas forcément des scolaires, des fois du tout public. Et où pendant 1 heure, 1 heure et demie, on échangeait autour de ces questions. Alors l'outil des cartes était hyper intéressant parce qu'au lieu que ce soit moi qui pose les questions, les gens tiraient. Lisez les questions haute voix et puis chacun essayait de répondre. L'objectif n'est pas d'avoir la bonne question, mais juste d'échanger ensemble, de s'écouter, de partager. Je l'ai aussi beaucoup expérimenté en interview, en face à face, ou avec 2, 3 personnes. Et ce qui m'a particulièrement plu dans ce dispositif-là, c'est la proximité que ça pouvait créer, et puis le rapport au temps. Une sorte de bulle où on s'extrait hors de la frénésie du quotidien pour prendre le temps de se parler, se questionner ensemble, se taire, s'écouter. On est vraiment très proches physiquement.
alors qu'on ne se connaît pas, on est dans une sorte de confidence, surtout quand on est dans les rencontres solo ou en petit groupe. Et en gros groupe, ça crée une sorte d'émulation où tout le monde s'écoute, où sur chaque question, tout le monde peut répondre, ajouter, partage sa vision, ses sentiments, ses craintes, ses espoirs. Ce dispositif-là, que j'ai créé au départ en parallèle de l'écriture de mon spectacle, ça m'a tellement plu, j'ai senti que ça répondait vraiment à un besoin aussi des gens, du public. J'ai fini par le proposer aussi indépendamment de l'écriture, de la création de mon spectacle, mais vraiment comme un objet à part entière. Et je l'ai organisé aussi en impromptu, en stand impromptu, dans des lieux d'accueil du public. Par exemple en médiathèque, mais dans un théâtre, dans le hall d'un théâtre, ou dans un musée comme au musée d'histoire de Nantes, le Château d'Aiguille de Bretagne, où au cours de l'exposition, j'étais là avec mon stand, ma boule lapin blanc, parce que ma compagnie s'appelle le Lapin Blanc, une petite boule à facettes. Les gens venaient visiter l'expo et puis tombaient sur moi et puis s'installer 5, 10, 15 minutes. On échangeait un temps ensemble et ils repartaient. J'ai également proposé un parcours de création collective auprès des ados sur le thème de l'engagement. J'avais besoin de prendre le pouls des nouvelles générations, sentir comment est-ce que ils, elles, se sentaient aujourd'hui. Celles qui sont nées avec le numérique, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas Internet, quoi. Moi, mon premier téléphone au lycée, c'était un téléphone à touche et j'avais, pour pas payer le forfait, j'avais des espèces de pubs qui coupaient la conversation toutes les 20 secondes. C'était assez étonnant. Et donc, j'avais besoin de sentir aussi la jeunesse face moi à mon immobilisme que je sentais aussi face à quelque part cette sidération, sentir voilà comment ils se sentent eux, ceux qui ont traversé le Covid, ceux qui ont été un peu voilà, quelles sont leurs peurs, leurs désirs, leurs rêves. Donc j'ai monté un parcours de création collective sur l'engagement qui s'appelle Moi, nous, le monde, où c'est vraiment un parcours où on ne traverse pas de contes et d'histoires de fiction, mais c'est des créations collectives où par groupe, ils s'expriment autour de l'engagement sur des actions concrètes. Tous ces pas de côté dans mon travail m'ont fait énormément de bien et m'ont aidé à sortir de ma torpeur, de ma sidération, de mon immobilisme. Et c'est là que j'ai senti le besoin de m'engager dans une nouvelle création. Je suis Sherazade. Un spectacle très particulier dans mon parcours, parce que pour moi, c'est un peu comme un garde-fou. Ce spectacle, pour moi, c'est comme un rappel, un post-it pour me dire que oui, c'est possible. Jour après jour, nuit après nuit, c'est possible. On peut faire bouger les lignes. Mais le paradis n'existe pas. Il faut continuer chaque jour, un peu plus, même si le rocher de Sisyphe continuera à dévaler la colline. Je suis Sherazade, ça s'entend comme une reconnaissance, comme une revendication. Je suis au sens, je me reconnais dans. Je suis comme du verbe suivre, comme une voie à emprunter. Sherazade, pour moi, c'est le pivot du spectacle. C'est elle qui, après le 4 août, m'a aidée à sortir de mon lit, à me remettre en marche. C'est celle dans laquelle je me reconnais, moi, en tant que conteuse. Créer du lien vivant, injecter de l'imaginaire, tout en étant profondément enracinée dans la réalité. Évidemment que ça me parle particulièrement, et même au-delà de mon métier, parce que dans ma vie de tous les jours, le conte m'aide énormément dans ma vie personnelle, à tenir debout, à me mettre en lien avec l'autre, à m'ancrer dans le réel. Moi, quand j'ai changé de métier pour devenir conteuse, j'avais besoin de retrouver un ancrage, de retrouver du sens. Et bizarrement, je suis passée par l'imaginaire pour me reconnecter au réel. Bizarrement ou pas. Enfin, pour créer ce spectacle, je suis Sherazade. Sherazade, la figure fictive, ne me suffisait pas. Dans ce monde si factuel, bourré d'informations qui nous écrasent, j'avais besoin de rattacher cette figure fictive à des personnages de chair et de sang. Et c'est là que sont arrivées 2 autres femmes, 2 résistantes. Germaine Tillion. Germaine Tillion, c'est une ethnologue qui a beaucoup travaillé, française, qui a beaucoup travaillé en Algérie, qui a fait un travail incroyable, qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été attrapée et déportée dans le camp de Ravensbrück, le plus gros camp de concentration pour femmes. Et de par sa position d'ethnologue, de résistante, elle a été, déjà, elle a reconnu aussi les autres déportés, parce qu'elles étaient toutes cloîtrées dans le même bloc, un peu séparées des autres. Elle a résisté par le rire, la solidarité et l'information aussi, parler, transmettre, comprendre ce qu'il se passe. Quand on ne comprend pas, comment se battre ? Donc elle m'intéressait beaucoup. Elle m'intéressait aussi parce que même si elle n'a pas pu changer le système dans lequel elle était prise, le système concentrationnaire, et elle a essayé de changer ça de l'intérieur, mais par contre, elle a réussi à survivre. Pour moi, résister, c'est aussi survivre en fait. C'est aussi ne pas se faire broyer par un système. Et c'est déjà énorme.
Germaine Tillion, dont je parle dans le spectacle, j'en parle aussi parce qu'à l'intérieur du camp, elle a écrit des chansons, elle a écrit une opérette. Et à travers le rire, le fait de tourner en dérision cette abomination, ça leur a donné du courage. Ça ne veut pas dire que ça a sauvé tout le monde, évidemment. Mais ça leur a donné du courage. Ça leur a permis de ne pas se faire coloniser les esprits. Donc Germaine Tillion d'un côté, et puis de l'autre, Naïs Nailante Languete, que je ne connaissais pas il y a un an. Et Naïs Nailante Languete, c'est une jeune militante Maasai qui, elle, a combattu, à titre personnel et politique, l'excision. Elle s'est enfuie de son village, un petit village au pied du Kilimandjaro, à l'âge de 8 ans, pour échapper à l'excision. Elle va être récupérée au village et elle va réussir par la parole, par l'éducation, mais surtout par sa détermination, à échapper à l'excision, et donc à ne pas se marier, et donc à continuer à aller à l'école. À travers l'école, elle va apprendre, et avec ce qu'elle apprend, elle va revenir dans son village, et elle va essayer de changer la pratique, le système de l'excision qui est en place chez elle, comme dans beaucoup d'autres endroits. Elle va réussir. Mais elle réussit, bien sûr, par sa détermination, elle réussit par la parole, mais elle réussit avec le temps. Ça ne se passe pas en un quart d'heure. Ça a pris des années pour qu'elle arrive à convaincre les vieux sages de son village de changer cette pratique et de la transformer en une semaine d'éducation pour les jeunes femmes. Donc la première, elle résiste à l'enfer concentrationnaire. La deuxième, elle parvient à transformer carrément le système en place. Alors oui, c'est possible. Je veux dire, elles existent. On pourrait dire, oh, Sherazade, moi ça me parle. Sherazade, oui, d'accord, les contes, est-ce qu'ils peuvent... Moi je suis convaincue que oui. De quel monde on parle déjà quand on dit changer le monde ? Mais en plus, elles ont réussi. Et donc, pour moi, c'est aussi une sorte de garde-fou. Me rappeler chaque jour, chaque nuit, que c'est possible. Ne pas baisser les bras, même si c'est sisyphéen. Sisyphe, l'éternel recommencement. Sisyphe qui pousse son rocher alors qu'il redescend. Et il recommence, et il recommence, et il recommence. Et moi, des fois, ça me rend folle. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, des fois, se dire, on laisse tomber, quoi ? Non, mais c'est vrai. Et puis pourquoi pas, vivre dans son petit précaré et puis prendre ses petits bonheurs. Mais aujourd'hui, je regarde Sisyphe un peu différemment. En tout cas, j'ai envie de le regarder de cette façon. Pour moi, Sisyphe me dit qu'on a le choix de laisser le rocher en bas. Et on a le choix d'aller le chercher. Et quelque part, notre liberté, elle est peut-être là, quand on a cette liberté-là. D'aller le chercher, ce rocher, et de le remonter, parce qu'il va redescendre. Mais donc il faut bien qu'il y en ait qui le remontent, même s'il redescend. Quelque part, créer l'équilibre, ou le rétablir le plus possible, autant que possible, autant qu'on a de l'énergie pour le faire. Il y a sûrement 1001 manières de résister. En ce moment, ma manière de résister, à moi, c'est de pister le bonheur, avec d'autant plus de force que je sens le désespoir prendre de la place autour de moi. Ne pas céder à la peur. Oui, pour moi, c'est résister. Me rappeler sans cesse que l'être humain, s'il est capable du pire, oui, il est aussi capable du meilleur. Et comme disait ma grand-mère, il faut attraper chaque moment de bonheur dès que l'occasion se présente pour nourrir son cœur, pour nourrir son feu intérieur, pour continuer à se battre, chacun, chacune, à notre manière. Cher public, merci. Merci Najwa Darwish. Je vous propose d'accueillir maintenant Nabil Cheikh Hassan. Nabil, il est chercheur en économie, il est enseignant, il est militant, mais il a prévu de se présenter à travers son parcours, donc je vais le laisser faire, parce qu'il y a des petits bonus, des petites surprises. Alors, ce qui est super dans ce genre de moment, c'est que il y a eu 2 interventions super différentes. En fait, vous en allez avoir une 3e aussi différente, dans un ton différent, dans un rythme différent. Moi, j'ai un petit peu envie d'en savoir un peu plus sur vous. Je ne crois pas qu'on va se présenter personnellement chacun et chacune. Juste, je vais vous poser une question. Vous êtes venu ici à une causerie sur la résistance. Je voudrais un peu savoir votre rapport à la résistance. On va faire un exercice très simple. Ceux qui estiment, donc c'est un auto-positionnement, ceux qui estiment résister, ou celles qui estiment résister énormément, genre lève les 2 bras. Moyen, normal, 1 bras. Pas de bras égale pas de résistance ou bof résistance, quoi. Voilà, 3, 2, 1, on fait tous en même temps. Ok, donc on a... Oui, il y a une théorie aussi en sciences sociales qui dit que quand on donne 3 options, les gens choisissent tous l'option médiane. C'est ce que vous venez de démontrer avec brio. Donc on a un peuple dans la salle de moyennement résistant, pas du tout surprenant. Donc moi c'est Nabil, je suis en effet chercheur en économie, prof aussi.
Je vais donner des anecdotes un peu au fur et à mesure de ce que je vais raconter, qui va vous situer un peu ce que j'ai fait dans ma vie. Donc j'ai un passé militant, un présent différemment militant et un futur différemment militant aussi. Voilà, comme tout le monde, je crois. Et je vais vous avouer un truc sur le rapport à la résistance. Je crois que je suis un peu comme tout le monde en même temps dans la salle. De temps en temps, j'ai 2 bras levés. De temps en temps, j'ai 1 bras levé. Et puis, il y a des moments où j'ai pas de bras levés. Et en fait, parfois, c'est tout en même temps sur des sujets différents. Et je crois que le premier point que j'aimerais bien mettre en avant là maintenant, c'est je crois qu'on résiste tous et toutes plus ou moins. Et qu'il faut le faire en dépassant cette espèce de culpabilité qui nous pèse un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, parfois, ça me pèse. Et un double mouvement, quoi. La culpabilité de ne pas résister, donc sentir qu'on a 2 bras vers le bas et que peut-être ça nous pèse, ça ne sert à rien du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, le moment où on vous dit il y a une manif sur tel sujet, il est dimanche, 10h45, la manif est dans 1h30, donc il y a moyen de s'organiser, mais vous avez la flemme comme jamais dans votre histoire, et donc il passe un quart d'heure, puis une demi-heure, puis je vais aller m'habiller, oui je vais aller m'habiller, non je vais pas aller m'habiller, zut le début de la manif a commencé, c'est pas grave, je vais les rattraper dans 1 heure, la manif est finie, je me sens coupable de ne pas avoir été à la manif, la journée c'est fini, on est triste dans son canapé parce qu'on a raté sa journée. En fait, est-ce que le monde a changé en étant dans son canapé? Est-ce que ça change quelque chose que vous soyez levé ou non? Non, fondamentalement pas. Donc cette culpabilité ne sert à rien. Alors là, je prends un exemple un petit peu caricatural où vous êtes conscient ou consciente de cette culpabilité. Enfin, vous êtes conscient de l'enjeu du sujet. Il y a plein de domaines dans la vie, moi, vous, on n'est même pas conscient qu'on est occupé à ignorer complètement un truc qui est fondamental. Donc la culpabilité, elle n'est pas là, pourtant on ne fait rien. Et donc ça ne sert à rien de porter cette culpabilité. Pourtant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La culpabilité, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Se sentir coupable de ne pas aider quelqu'un ou de ne pas porter attention à un sujet, c'est important. Un monde sans culpabilité du tout, c'est un monde sans empathie. C'est un monde où les gens n'ont rien à foutre de rien, à vrai dire. Donc, en fait, la culpabilité peut être utile, à condition qu'elle ne soit pas vecteur d'apitoiement sur vous-même, à condition que ça ne soit pas un prétexte à aller trouver des personnes victimes de quelque chose ou d'un enjeu et aller leur dire « c'est pas grave si j'ai pas été à la manif ». En fait, vraiment, on s'en fout que vous ayez été ou non au pas. Je m'en fous de votre culpabilité. Enfin, les gens s'en foutent de cette culpabilité. La culpabilité est utile si elle est motrice, si elle vient nourrir un feu, quelque chose en vous, une forme de colère, une forme de pulsion qui se dit « bah ouais, je vais faire quelque chose avec ça ». Je vais mobiliser, je vais transformer ça en un acte positif, d'ouverture. S'informer sur quelque chose, s'éduquer. Il faut accepter que tantôt on milite, tantôt on résiste, tantôt pas. Donc premier point, résister en dépassant la culpabilité. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, je crois qu'il faut essayer de résister en choisissant ses combats. Donc en vous disant que résister sans culpabilité, c'est un préalable, ça ne vous dit rien sur contre quoi moi je résiste ou contre quoi vous devriez résister. Alors, je vais commencer aussi pour déculpabiliser par vous dire contre quoi moi je ne résiste pas. Je fais mes courses chez Lidl, Aldi et parfois Colruyt. Je ne me nourris donc pas dans une coopérative bio incroyable machin. J'aimerais bien, je me suis inscrit pour les shifts, mais je ne trouve pas le temps pour le faire. J'achète des vêtements neufs, c'est mal. Il y a plein de trucs qui se passent dans ma vie privée où j'ai une sorte de flemme monumentale de mener le conflit face à ça, alors que dans la vie réelle, j'adore le conflit. Dans mon boulot ou dans la vie militante, le conflit, ça ne me pose aucun problème. Dans ma vie privée, c'est plus compliqué. Donc il y a plein de moments où on ne résiste pas. Dans mon ADN, dans ma vie, dans mon parcours, il y a des choses qui sont venues nourrir une sorte de flamme, de pulsion. Alors il se trouve que je suis d'origine palestinienne. Mes 2 parents, mes grands-parents sont palestiniens. Je suis né en Belgique, mais mes parents sont palestiniens. Et ils ont eu la bonne idée, comme plein de gens de la première génération qui voulaient que la deuxième génération soit Premier ministre ou je ne sais pas quoi, de me mettre ou médecin, ou enfin bref, chirurgien. Enfin, vous voyez quoi. Mais c'est très bien, c'est beau d'avoir l'espoir. Ils ont eu la bonne idée de me mettre dans une très bonne école à Bruxelles, avec une croix, et une école qui ressemble à Poudlard, c'est le collège Saint-Michel d'Etterbeek. Et dans ce collège, j'ai eu la belle et la chance de voir et de vivre l'écart monumental de richesse qu'il y a dans ce pays. On n'a pas tous grandi dans le même salon. Alors vous le savez, c'est sûr. Mais en fait, c'est une chose de le savoir, c'est une chose de rentrer dans le salon et le jardin et la piscine et le domaine de quelqu'un et de se dire « Ah ouais, t'as ta chambre, ah waouh, c'est génial !» J'aurais pu me sentir coupable ou d'en profiter à outrance et de me dire c'est génial et me sentir coupable de en fait qu'est-ce que je fous ici. Dans les faits, ça m'a juste, j'ai vécu cette espèce de truc comme une injustice et ça vient cadrer dans ma tête pour toujours que tant que ça existe, ça n'ira pas. Ça c'est un premier exemple. Et c'est pour ça que dans ma vie après,
m'amuse là maintenant, pas du tout, je m'amuse pas du tout, mais voilà. Je fais une thèse en économie. J'ai milité dans un syndicat pendant quelques années. Donc je pense que les combats collectifs sur ces questions d'inégalité et de rapport au capitalisme et de ce qui peut produire comme inégalité sont essentiels pour moi. Je vous ai dit, je suis palestinien. Pendant mon adolescence, un jour au voyage au Liban, parce que toute ma famille en 48 est passée au Liban, enfin a été chassée de Palestine vers le Liban. Il y a un jour où on faisait tout le tour du sud du Liban. Donc là-bas, une différence principale par rapport à l'Europe, on ne fait pas de randonnée, les randonnées sont en voiture. Et donc, on randonnait à travers le sud du Liban. Et donc, on arrive le long de la frontière et on est des gamins, quoi. On voit de l'autre côté la Palestine et donc on nous explique, c'est ton pays, on habitait là, tu vois là-bas, c'est Aka, Acre, Saint-Jean-d'Acre. On habitait juste là. Et alors, de là vient un truc qui n'est pas chouette, quoi, de la colère, de la haine, voilà. Et donc, on commence à lancer des petits cailloux sur des fils barbelés. Des gosses qui lancent des cailloux sur des villes barbelées. Jusque-là, on n'est pas sur une menace intégrale sur la sécurité nationale, je pense. Et donc, de l'autre côté, à un moment donné, un soldat israélien sort avec un énorme gun et s'avance et pointe vers nous le truc, quoi. Donc, on a peur, de manière légitime. Et puis, on se dit, on se casse, non, c'est bon, là. C'est le genre de moment qui matérialise, de nouveau, une asymétrie, une inégalité énorme sur le terrain. Et donc ça, c'est venu nourrir aussi un espèce de combat pour la liberté du peuple palestinien. Ça, c'est les deux sujets sur lesquels j'ouvre ma gueule, où je pense que je suis légitime, entre guillemets, pour ouvrir ma gueule, parce que je me forme, parce que je me suis formé, parce que ça fait 15 ans que je lis des trucs là-dessus, et voilà. Il y a plein d'autres sujets qui me passionnent. Ça serait bien qu'il n'y ait plus de sans-papiers, ça serait bien qu'on vire le sans-abrisme, ça serait bien que les femmes soient vraiment les égales des hommes, ça serait bien que... plein de choses. Mais j'avoue que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas faire plus que lire, relayer. Et je crois que c'est ça que chacun d'entre nous fasse comme travail, c'est choisir ce sur quoi il ou elle est en première ligne et choisir ce sur quoi il et elle est en deuxième ligne. Et être en deuxième ligne, ça ne veut pas dire glander. Ça veut dire continuer à s'informer, relayer les paroles. Ça veut dire aussi ne pas donner son avis sur tout, parce qu'en fait, on s'en fout de votre avis sur tout. No offense. Et il ne faut pas le prendre mal. Je veux dire, si des gens ont comme spécialité une question et que ça fait 10 ans qu'il ou elle s'informe sur cette question, propose des stratégies de lutte et que vous n'êtes pas d'accord avec ces stratégies de lutte, c'est très intéressant, votre avis. Mais à part si on vous le demande, je pense que ce n'est pas nécessaire de venir mettre son grain de sel au-dessus. C'est juste bien d'appuyer la personne qui mène cette lutte depuis tellement longtemps qu'elle en a l'expérience. Je ne vais pas commencer à expliquer aux conteuses de la salle, parce que je ne sais pas s'il y a des compteurs, comment il faut faire avec un micro, ou je ne sais pas quoi, la lumière, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est votre taf, hein, c'est à vous de m'expliquer. Donc s'éduquer, pas lecturer les gens, pas prendre une place qui n'est pas la sienne. Donc résister en choisissant ses combats. Résister, c'est un acte qui a une portée collective. Il y a souvent une espèce de fausse dichotomie, j'ai l'impression. Souvent, on amène sur la table la question de est-ce que la résistance est collective ou est-ce que la résistance, c'est un acte individuel ? Moi, j'ai l'impression que poser la question comme ça, c'est pas bien poser la question. Il y a plein d'actes collectifs, de résistance, entre guillemets, qui sont des actes hyper individualistes. Ce sont des actes de repli, de défense des précarés. Il y a plein d'actes individuels qui sont des actes à portée collective immense. Tous les métiers du soin, toutes les personnes qui décident de prendre soin d'eux, ce sont des actes qui souvent sont faits individuellement, qu'on ne voit pas, qui ont une portée collective immense. Selon ma conception, la résistance, quand c'est un acte à portée collective, c'est de la résistance. Et ça aide potentiellement à identifier les combats dans lesquels vous vous sentirez le plus à l'aise, à la fois la flamme et à la fois la flamme avec quelle portée collective. J'ai un souvenir d'un piquet de grève. On fermait le City 2, je pense, avec des collègues syndicalistes. C'est violent, un piquet de grève. Et il y avait un groupe 4, un gars qui faisait la sécu, qui était là. Lui travaillait du coup. Il n'était pas gréviste, quoi. Il y a plein d'attitudes possibles dans le monde de la grève lorsque ça arrive. Il y a des gens qui commencent à taper sur votre voiture et vous dire que vous êtes un vendu, machin. Et bien lui, il a continué à faire son boulot. Mais chaque fois qu'un client se pointait là, il disait « Monsieur, pour votre sécurité, c'est bien que vous vous en alliez ». Donc le gars a non seulement décidé de continuer à travailler, a gentiment, en silence, décidé de participer à sa manière au blocage. Quand j'en ai discuté avec lui, il disait que c'était la seule chose que lui pouvait se permettre de faire. Donc il y a quand même des actes de résistance individuels qui ont une portée collective. Je voudrais aussi aborder le fait qu'il faut résister aussi en acceptant les imperfections plutôt que viser la pureté. Je vais reprendre la métaphore du mythe de Sisyphe. On a quand même souvent l'impression que les actes de résistance, on a vraiment l'impression d'être Sisyphe qui roule une pierre, et puis on avance, on fait 4 pas en avant, et puis la pierre, elle nous écrase la gueule, on recommence en bas, et puis on recommence le lendemain. En fait, je déteste ce mythe. Le mythe, c'est important, mais je n'aime pas ce mythe parce que la caméra, elle est mise sur Sisyphe. Ce qu'on ne voit pas quand on a la caméra sur Sisyphe, c'est que Sisyphe, je ne sais pas si il est sur une île ou sur une espèce de plage avec une montagne à côté, mais en fait, peu importe où il est, il y a un monde autour de Sisyphe. Peut-être que lui, il roule sa pierre et que ça a de l'impact de l'autre côté de sa montagne à la con, quoi. Pardon.
Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Et il y a deux faces à cette histoire. Parfois, on a l'impression que comme on est tout seul à rouler sa pierre, il faut que ça soit fait de cette manière-là et pas d'une autre. Je crois qu'il y a plusieurs manières de faire Sisyphe, déjà. Et il faut respecter les différentes manières de faire Sisyphe. Et qu'elles sont toutes imparfaites. Et que la pierre n'arrivera jamais en haut. Parce qu'en fait, le monde est comme ça. On n'arrivera jamais à l'idéal qu'on s'est construit dans sa tête. Mais si on fait un petit recul historique, il me semble que la condition des femmes a évolué. Il me semble que quand on parle de l'immigration, les Italiens étaient très très mal dans les années 40, 50 ici, 60 ici. Quand on reprend 3 générations, ça va un peu mieux. Voilà, bon gré mal gré, l'humanité a l'air de faire des progrès. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des reculs scandaleux, je ne dis pas que le fascisme n'est pas à nos portes. Oui, c'est le cas. Oui, tout ça arrive, tout ça est à nos portes et tout ça est sous nos yeux. Mais bon gré mal gré, on est des millions de Sisyphes qui s'amusent tous ensemble à rouler les pierres. Dernier point. Pour moi, la résistance, le meilleur mot qui incarne la résistance, c'est le mot arabe soumoud. Soumoud, c'est un mot-concept qui est hérité du peuple palestinien. Si je dois le traduire grossièrement, ça veut dire persévérance. C'est l'idée qu'on fait face à une oppression, c'est relativement innommable, et que malgré tout, il faut rester, il faut persévérer. Et que la persévérance, ça ne se fait pas forcément sur 2 semaines, que ça ne se fait pas sur 1 mois, que ça ne se fait pas sur 10 ans, que ça ne se fait même pas sur une génération. Ça peut se faire sur 2, 3, 4, 10 générations s'il le faut. Et c'est l'acte de voir l'olivier se faire défoncer et le replanter. C'est l'acte de transmettre les histoires à ses enfants. C'est l'acte de prendre soin de sa famille. C'est l'acte d'expliquer aux autres où en est la cause qu'on défend et là où elle devrait être. Et c'est vraiment persévérer dans le sens tenir le choc dans la durée. C'est les Palestiniens qui sont à la bourse tous les jours, depuis 1 an et demi, 2 ans là, tous les jours. Des gens qui vont manifester tous les jours pour une cause. Si ça, c'est pas soumoud, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est pas comme s'ils avaient un rapport de force avec une influence directe là-bas. Non, c'est vraiment l'acte de faire vivre et de faire tenir bon en persévérant et en agissant. Et j'aimerais bien, en prônant ça, je vous encourage à trouver votre soumoud. Et soumoud, ce n'est pas la résilience au sens très occidentalo-néolibéral. La résilience, c'est faire avec l'oppression. Soumoud, c'est pas faire avec, c'est tenir face, c'est tenir pied contre pied, quoi. C'est jamais accepter ce truc-là. On n'accepte pas l'occupation. Jamais on va tolérer ça. Ça n'arrivera pas. Les gens qui pensent que ça va arriver, ça n'arrivera pas. Et c'est ça, la résistance. C'est arriver à trouver la flamme qui permet de nourrir cette persévérance. Je vous souhaite de la trouver. Peut-être que la causerie après, avec les questions-réponses, ça permettront d'éclairer cette question-là. Je ne sais pas. Et voilà, merci pour votre écoute. Avant de s'installer pour cette deuxième partie, il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà fait part de l'envie d'agir, de le faire à titre individuel. C'est Oumécha. Bonsoir. J'avais envie de vous proposer de faire une minute de silence avant de reprendre la seconde partie. Une minute de silence qu'on pouvait faire pour tous les peuples, toutes les communautés qui sont sous oppression, qui sont opprimées, à tout le vivant, qu'il soit humain, qu'il soit minéral, végétal, animal, toutes ces choses qui sont amenées à être détruites, à être colonisées, à être mises à mal. Et donc voilà, une petite invitation à ça. Merci. Merci. On va se réinstaller sur le plateau. On va utiliser les chaises. Il y a le micro de droite et il y a un micro pour le public. C'était important pour nous d'avoir des traces de ce qui se disait parce qu'il y a ce podcast qui a été réalisé sur les autres causeries et puis que là, il y a des idées qui circulent et que peut-être on aura envie de les réécouter. Pour ce faire, on vous invite vraiment à réclamer le micro avant de prendre la parole. Est-ce que vous voulez intuitivement réagir à l'une des choses qui ont été dites ? Il y a énormément de choses qui ont été dites. On a dit on ouvre les possibles, donc il y a plein de propositions, plein de façons de faire, plein de façons d'être au monde. Bonsoir, merci. Je m'appelle Emmanuel Deleuil, je suis conteur. Moi, les mythes, quand on les utilise comme ça dans des arguments, ils me font le même effet que des métaphores. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de les filer jusqu'à en trouver les extrémités. Parce que je pense qu'alors, elles peuvent nous éclairer autrement ce qu'on essaie de découvrir. Et j'aimerais bien qu'on essaie ensemble de se souvenir de l'entièreté du mythe, du coup. Moi, je crois savoir que la partie du mythe dont on parle toujours, sans jamais même la raconter, à la limite, c'est une punition divine, si je ne m'abuse. De la part de quel dieu et pour quelle raison ? Ça, je ne le sais plus. Donc, ce serait peut-être intéressant pour voir si ça colle toujours avec ce qu'on veut lui faire dire. Alors, le mythe de Sisyphe, je ne suis pas la spécialiste du mythe de Sisyphe, mais en tout cas, pour moi, il y a 2 choses. Il y a le mythe, effectivement, l'image qu'on utilise, et beaucoup de personnes qui n'aiment pas. J'en ai parlé avec pas mal de monde, justement, suite au spectacle, même si je le réinvestis d'une certaine façon sur le spectacle, où il y a une relation avec son rocher. Mais donc, il y a cette image-là, donc, de cet homme qui est condamné par Zeus. Pourquoi ?
parce qu'il est sur sa citadelle de Corinthe, il voit passer Zeus en compagnie d'Égine, la fille du dieu fleuve Asopos, qui a les lèvres en sang. Enfin, moi, c'est ce que je me mets comme image. Comme à son habitude, Zeus est tombé amoureux. Et donc, il a enlevé Égine. Sisyphe voit ça. Sisyphe, il se dit, il y a peut-être un truc à faire avec le père d'Égine, le dieu fleuve. Donc, il va voir le dieu fleuve et lui dit, voilà, je sais où Zeus a emmené ta fille, je peux te dire, mais en échange, j'aimerais avoir une source éternelle pour ma ville, Corinthe. Affaire conclue, Asopos retrouve sa fille, Corinthe a une source, mais Zeus n'est pas très très content. Donc, il va y avoir plusieurs trucs. Il va envoyer le dieu de la mort, le dieu de la guerre, je ne sais plus dans quel sens. À chaque fois, Sisyphe, très malin, arrive à déjouer les tours jusqu'au moment où Zeus n'en peut plus. Il va finir par le traîner, je ne sais plus comment il est condamné, mais en tout cas, il le traîne dans le Tartare, donc vraiment au fond de la terre. Et il le condamne à un travail inutile, enfin, qu'on peut, après chacun y voit, mais inutile, répétitif à l'infini, sans a priori aucun impact sur le monde. Et donc, il doit hisser ce rocher énorme à la force de ses bras tout en haut de la colline, et quand il arrive en haut, il redescend, et il recommence, et il redescend. Et après, on a Camus qui va avoir un regard sur ce mythe-là. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et moi, je sais que, d'un côté, ça me désespère. J'étais pas forcément contre ce que tu disais, d'ailleurs, hein, tu vois. Mais donc, du coup, d'un côté, ça me désespère complètement. Effectivement, c'est ce truc-là de... Je veux dire, à un moment donné, à quoi ça sert si... l'inutilité, quoi. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert d'avancer si ça n'a aucun impact, rien, quoi. Et je pense qu'il n'y a effectivement pas une manière de voir ce mythe-là. Hein. Chacun va le regarder à sa manière. En remontant un peu plus, parce que le mythe, comme tous les mythes, je veux dire, c'est sans fin. Hein. Donc c'est vrai que je dis, je ne maîtrise pas complètement Sisyphe. Par contre, c'est pas un saint. Hein. Je crois que dans son histoire, il y a des viols avant ça aussi de sa part. Enfin, je veux dire, c'est pas le héros vertueux. Hein. Donc c'est pour ça, il y a l'histoire du personnage, et puis après, il y a ce symbole, quoi. Du recommencement, c'est aussi la vie, les saisons, il y a aussi tout ça à l'intérieur qu'on peut regarder. Merci Najwa. Est-ce qu'une autre personne aurait une autre réflexion sur cette question d'engagement, de résister? Oui, ici. Au-delà de l'utilité d'un combat et de se dire ok, je repousse, mais en fait elle retombe, quand même, je pense qu'il y a des moments de gloire, des moments de beauté, des moments d'honorer le rocher. Il est arrivé en haut, il savoure le soleil, l'air pur. Mais enfin, bon, bref, au-delà du mythe, moi, ce qui me pose aussi ces questions, parfois, c'est l'ampleur. Tu disais, est-ce qu'on peut être lucide et heureux? C'est comment garder la flamme, comment souffler. Alors j'entends, il faut choisir ses combats aussi, mais parfois c'est difficile de choisir ses combats parce qu'ils sont tellement tous... Voilà, je ne sais pas si c'est une question claire, mais c'est comment choisir, comment sentir qu'on est au plus juste, parce qu'en fait on n'a qu'une vie. Alors elle est très belle, c'est un présent, c'est un cadeau, mais elle n'est pas éternelle non plus. Donc c'est où? Comment est-ce qu'on sent là où on est le plus juste par rapport à l'ampleur? Je ne sais pas si c'est clair comme question. Et comment ne pas se faire du mal aussi? Si on doit choisir, c'est un choix. Effectivement, on peut dire que le temps est compté. Il y a une multiplicité de causes, et pour éviter l'épuisement déjà. Puis le chronos qui fait que effectivement, on peut choisir les causes auxquelles on se lie. Et puis, il y a aussi une autre démarche complémentaire, mais une démarche qui est un petit peu différente. Et là, c'est aussi le travail philosophique, c'est de montrer que derrière la multiplicité des drames et des crises, il y a une matrice commune. C'est-à-dire qu'il y a une crise civilisationnelle et qui va prendre des visages différents en fonction des lieux, des moments, des domaines, etc. Et qu'effectivement, chaque domaine a son spécifique, mais lorsqu'on regarde derrière, on s'aperçoit qu'il y a une identité philosophique des matrices. Par exemple, je prends un exemple concret. Moi, pendant une période, j'ai été engagé pour l'Irlande, la cause irlandaise, la Palestine en même temps. Et puis un jour, je lis le chapitre d'un livre de l'un des plus grands intellectuels du monde, il s'appelle Edward Said. Il est à l'origine de ce qu'on appelle les études postcoloniales, de la pensée décoloniale. C'est un réfugié de 1948 et il est devenu professeur à l'Université de Columbia à New York. Et Edward Said a écrit un texte magnifique sur l'Irlande et notamment la poésie révolutionnaire irlandaise et la poésie palestinienne. Il comparait William Butler Yeats d'un côté et puis Mahmoud Darwish de l'autre. Et en fait, il posait la question des affinités électives. Comme par hasard, l'Irlande, pas si vous le savez, c'est l'un des pays qui affirme sa solidarité avec le peuple palestinien de façon omniprésente depuis des dizaines d'années. Et Edward Said répond à cette question. Il dit comment ça se fait que l'Irlande, etc. Il dit l'Irlande est le seul pays blanc, chrétien, occidental, c'est le seul à avoir connu dans sa chair l'oppression coloniale de la part des Anglais.
Mahmoud Darwish, le poète palestinien, vous le connaissez, il écrit dans l'un de ses textes « Toute ma poésie repose, vous savez sur quoi ? Sur le chamanisme et l'animisme. » Étonnant. Et on lui dit, mais c'est quoi l'animisme ? Oui, c'est tout le thème de l'anima mundi, l'âme du monde, les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, le cosmos est vivant. Voilà, c'est toute la critique du rationalisme occidental. Et Mahmoud Darwish il dit, tout ça, il l'a appris des Indiens d'Amérique du Nord. Et il a écrit un immense poème sur, justement, le peau rouge. Il l'a écrit à l'occasion du 500e anniversaire. Voilà, Mahmoud Darwish et les peuples autochtones, l'Irlande et la Palestine. En fait, si on creuse, si on donne une profondeur, plusieurs fois, voilà, vous avez dit tous les deux quelque chose de très très beau, à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter d'essayer de comprendre. Sinon, c'est la mort. Et bien justement, si la compréhension, elle est systémique, transdisciplinaire, il faut une méthodologie pour ça. Si la compréhension, elle est systémique, transdisciplinaire, on peut s'apercevoir que derrière la multiplicité des causes, il y a des ressorts communs. Mais ça suppose une chose, et là, on n'a pas suffisamment conscience de ça. Ça suppose d'entrer dans une bataille, comme c'est celle à laquelle, je dirais, biographiquement, j'essaie de m'investir depuis, c'est la bataille pour la culture générale. Alors, quand je dis le mot culture générale, les gens ne comprennent pas, parce que si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens c'est quoi la culture générale, il y a de grandes chances pour que les gens répondent c'est question pour un champion, c'est quiz. En fait, la culture générale, c'est absolument pas avoir réponse à tout. C'est pas l'érudition. Ce n'est pas l'accumulation des données. En fait, la culture générale, c'est une capacité psychique, comme l'amour, comme le désir, comme la mémoire, comme la volonté. Et elle nous permet quoi, la culture générale, si c'est une capacité ? Elle nous permet de relier les idées, les événements, les choses, les phénomènes, même s'ils appartiennent à des registres complètement différents. Et il se trouve que le capitalisme n'aime pas la culture générale. C'est pour ça que depuis une 40aine d'années, dans les systèmes éducatifs, on met les humanités, on met la culture générale, entre guillemets, au profit des savoirs spécialisés, des savoirs techniques, avec la figure de l'expert qui met le focus sur telle ou telle cause ou tel aspect. Mais c'est la culture générale qui permet de relier la lutte des peuples autochtones en Inde, les Adivasis, avec la cause palestinienne. C'est la culture générale qui permet de comprendre comment se fait-il que le mouvement des sans-terre brésiliens participe régulièrement à la collecte des olives en Palestine, en Cisjordanie. C'est la culture générale qui permet de comprendre, etc., etc. Et pour moi, il me semble que la principale des batailles pour les 20 prochaines années, c'est la culture générale. C'est-à-dire qu'en même temps, on approfondit les engagements sectoriels dans telle ou telle cause, en fonction des compétences qu'on a. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord à ce qu'a dit le frère ou le camarade ou l'ami. Voilà, il faut se taire devant celui qui ont l'expérience académique ou militante dans tel ou tel domaine. Hein, il y a ça. Voilà, faire en sorte que notre travail soit le plus juste, le plus compétent, le plus qualitatif, et ne pas perdre de vue de ces affinités électives qui relient les causes des peuples. C'est pour ça que quand il y avait eu le mouvement altermondialiste, vous vous rappelez ce mot-là ? On l'utilise plus souvent. L'altermondialisme, il y a 25 ans maintenant. Dans le monde anglo-saxon, on ne parlait pas de l'altermondialisme. Ça, c'est vraiment francophone. Dans le monde anglo-saxon, on appelait ça le mouvement pour la justice globale. Ça va devenir en français altermondialisme. Bon, vous voyez, la dépolitisation. Et ce qui est intéressant dans le thème de la justice globale, c'est que vous avez dedans l'alchimie entre la justice sociale, la justice écologique, la justice culturelle, la justice spatiale. En fait, une trentaine de justices sectorielles qui ne sont que les visages d'une quête de justice globale. Et relier la Palestine à la justice globale, ça permet aussi de répandre la cause palestinienne dans des lieux, dans des milieux, dans des domaines qui ne sont pas d'emblée pro-palestiniens, non pas parce qu'ils ne sont pas pro-palestiniens, parce qu'ils ont leur propre cause. Non, on peut, vous vous intéressez à la culture irlandaise, c'est magnifique. Vous allez voir comment on retrouve la Palestine dans la culture irlandaise. Merci Mohamed. Voilà. Bon, j'ai déjà eu en partie la réponse, mais c'est parce qu'en fait, pour revenir au mythe de Sisyphe, c'est surtout que quand on est en perte de sens, qu'on ne comprend rien, qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, je trouvais qu'en tout cas dans tous vos témoignages, c'était qu'il fallait comprendre dans quoi on était et d'avoir une lecture qui explique ce qui se passe. Pour moi, c'est toujours la lutte des classes. Et en dehors de ça, on revient toujours à ça.
Mais donc, du coup, moi, il y avait quand même une question par rapport à quand on dit que le capitalisme, c'est le logos, où j'ai mal compris, parce que du coup, je me dis, s'il y a bien un système qui est complètement irrationnel, c'est quand même le capitalisme. Donc, du coup, je ne comprends pas bien là, parce que c'était le temps linéaire, le temps... et donc, voilà, que c'était un peu la pensée rationnelle qui nous avait amené tout ce bordel. Mais sauf que moi, je trouve justement pas. Est-ce qu'il y a une autre réaction peut-être à la question de Christine ? On pourra répondre collectivement peut-être plus tard à vos remarques, à vos questions. Oui, j'aurais une réaction à la question de Christine. Je pense que le capitalisme n'a pris que ce qui l'intéresse dans le logos. Des théories scientifiques ont un siècle, voire plus, sur la relativité du temps. Oui, il y a plein de trucs dans le logos qui n'est pas utilisé par le capitalisme. Puis c'est surtout un déséquilibre entre le mythos et le logos, je pense. Ouais, donc pour te suivre là-dessus, c'est aussi, à contrario, le capitalisme se nourrit du mythos en fabriquant le mythe. Il le génère constamment pour se fabriquer une histoire qui va pouvoir moduler à gogo, puisqu'elle ne se base sur rien du tout non plus. Nabil, par rapport à cette question du narratif, ça fait partie des activités, tu n'en as pas parlé, mais c'est vrai que toi, tu décryptes, tu vulgarises. Ça fait aussi partie des choses que tu proposes dans ta qualité de, pas seulement de chercheur, d'ingénieur, de masterisé, tout ça. Raconte un peu. Alors, je suis d'accord que, idéalement, c'est bien d'avoir une lecture globale des événements qui se passent sous nos yeux. Sinon, on est enfermé à lire des micro-événements sans faire les liens entre les micro-événements. Il n'empêche que quand on a une lecture globale et quand on a un récit, ou enfin, peu importe comment on l'appelle, ou qu'on a des lunettes qui nous permettent d'interpréter le monde d'aujourd'hui et d'hier. Il n'empêche qu'à la fin, on a 24 heures dans une journée et qu'il faut choisir des trucs contre lesquels on lutte ou qui nous semblent prioritaires, quoi. Et je crois que c'est ça la partie la plus difficile, c'est d'accepter que malgré la lecture globale, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour plein de choses, on est quand même avec la finitude du temps et qu'il y a 24 heures dans une journée et que même si le truc est une flèche courbée ou je sais pas quoi là, à la fin il y a quand même 24 heures par la porte ou par la fenêtre. Et que donc c'est difficile de choisir les combats dans lesquels on est. Moi, donc j'essaie parfois de donner un peu de cohérence et de lier, d'essayer de construire entre guillemets un narratif, mais je sais pas si c'est le bon mot, pour essayer d'expliquer les inégalités dont je parlais ou plutôt c'est pas tellement des inégalités, c'est quasi des rapports d'oppression ou de domination d'un truc A sur un truc B. Et alors si on le lit comme ça, il y a plein de domination ou de rapports de domination. Elles peuvent être socio-économiques. Donc la grille de la lutte des classes est effectivement une grille de lecture. Mais depuis 20-30 ans, on a un revival du féminisme, enfin en tout cas féminisme 2 ou 3.0, je sais pas comment on doit dire. En tout cas, la grille de lecture féministe a été réactualisée. Elle se superpose à la lutte des classes. La grille de lecture décoloniale a été réactualisée. Elle se superpose à la lutte des classes et aux questions féministes. Et on peut continuer comme ça pendant encore 1 heure ou 1h30 sur les mouvements antispécistes, etc., etc. Et donc, ça rejoint la question de la justice globale dont on parlait. À la fin, on peut construire un récit autre que ce que le monde, on voudrait qu'il soit. Il n'empêche, même si on est d'accord sur ce récit, ici, chacun et chacune d'entre nous va avoir des priorités, ou va avoir des coups de cœur, ou va avoir des... Il y a aussi une question de légitimité à la prise de parole publique. Je ne me sens pas légitime pour parler de plein de sujets, moi. Je me sentirais très mal à l'aise, quoi. Et donc, à la fin... Malgré les narratifs sur lesquels on peut être d'accord, il y a la question de comment on résiste et sur quoi on résiste. Et ça, je pense que c'est en partie, c'est des questions que moi j'ai abordées. C'est la question de la légitimité, la question de ce qui nous fait vibrer, la question de là où on met son énergie. Voilà, on superpose ces questions-là, quoi. Une réaction à ça ? Oui. Alors, je ne sais pas vraiment ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire, pendant que tu étais occupée à parler, j'étais occupée à réfléchir. Voilà, j'intégrais en fait tes paroles et je me dis, mais finalement, chaque personne ici, chaque individu est le résultat d'une histoire, de son éducation, de l'enseignement, collège Saint-Michel ou pas collège Saint-Michel. Donc on est le résultat de toute une histoire qu'on porte en nous. Et toute cette histoire-là fait qu'effectivement, on va être plus sensible. Je donne un exemple. Effectivement, ici, on parle beaucoup de la Palestine, en particulier par ce qui se passe et parce que tu es palestinien. Moi, dans mon histoire, mon mari était syrien. Avant de le rencontrer, je ne connaissais absolument pas l'histoire de la Palestine. Aujourd'hui, depuis 30 ans, je milite pour la Palestine parce que ça me touche, parce qu'il m'a ouvert une porte. Et je me dis que finalement, je suis d'accord qu'on n'a pas à choisir, on fait les combats. Je pense que quand on se connecte à notre intuition nous dit où il faut aller, l'énergie qu'on va donner. Effectivement, je me suis retrouvée dans ta description. Il y avait une manifestation et je me disais, faut que j'y aille. Et puis qu'à un moment donné, l'heure passait. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je n'ai pas culpabilisé. Je me suis dit, il y a des centaines de milliers de personnes qui seront là. Pas de souci, que je sois là ou pas, ça ne va pas faire une grande différence. Et donc peut-être que la réponse de la résistance, c'est de se dire, au quotidien, je me connecte à ce que mon cœur me dit, ce que mes viscères me disent.
et que ça m'amène où je dois aller tout simplement. Tout je vais partager parce que ça m'avait beaucoup touchée, je crois que c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais tombée sur une vidéo d'une personne à qui on avait demandé « Mais comment vous faites pour ne pas être touchée par ce qui se passe dans le monde ?» Et il avait dit, moi, en fait, ce que j'ai choisi, c'est de faire ce qui est au bout de mon bras, là, ce que je peux atteindre, là. Et je me dis, peut-être que c'est ça, c'est commencer déjà par ce qui se passe ici. Par exemple, en islam, on dit commencer par vos proches. Peut-être que c'est ça, c'est être là, aller plus loin quand on peut. Mais l'intuition, moi, je crois que c'est, voilà. Et pour revenir à Sisyphe, parce que j'aime bien ce mythe, et je me dis, mais c'est vrai qu'il y a Sisyphe qui recommence, il y a Hélène qui recommence. Je pense qu'il y a d'autres mythes, en fait. Mais tu disais, la caméra est pointée sur Sisyphe, sur ce qu'on voit, en fait. Et le problème de la caméra, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que Sisyphe, à l'intérieur, il apprend des choses à chaque fois qu'il remonte et qu'il redescend. Et c'est peut-être ça, c'est dire, durant toutes ces années, en tout cas moi je me vois il y a 30 ans, je ne suis pas la même personne qu'il y a 30 ans, quoi. Et dans 30 ans, parce que j'espère que je serai encore là dans 30 ans, je serai encore quelqu'un d'autre, avec d'autres combats, avec d'autres façons de voir le monde. Quelqu'un disait, ma fille hier, parce que je présentais un spectacle justement sur la colonisation française au Maroc, elle disait, mais peut-être qu'il ne faut pas trop se poser de questions parfois. Parfois on a tendance à trop vouloir cogiter, à être trop rationnel. C'est mon point de vue, bien sûr. Juste, je réagis pas à ton témoignage, que voilà, c'est chouette de partager ça. Je voudrais juste, j'ai peur en t'entendant que je me sois mal exprimé ou que je fasse passer un message qui n'est pas tout à fait ce que je souhaite passer. Les causes de résistance ou les causes qui vous font vibrer, je trouve que quand il y en a, elles sont indiscutables. Et il faut s'appuyer sur cette force-là pour militer. Moi, ça c'est mon point. Quand il y a des trucs qui sont de l'ordre de l'évidence, il faut se mobiliser là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste. Et je ne suis pas sûr que moi je sois d'accord avec la métaphore de « il faut changer ce qui est au bout de mon bras ». Ou alors j'ai le bras long. Si je file une autre métaphore. Je souhaite avoir le bras le plus long possible. Et donc mon idée c'est plus, il y a des choses qui sont de la première ligne où on est hyper actif dessus. Et où on a l'énergie vitale de mettre toute son énergie là-dedans. Pour certaines personnes, c'est des trucs qui sont proches. C'est la famille, c'est prendre soin dans les manifs. Et j'ai des potes, leur kiff, c'est faire à manger pour les gens qui vont aller bloquer les points, quoi. Ils ne vont jamais aller au point de blocage eux-mêmes. Mais c'est super. Je veux dire, les gens ils vont aller en tôle juste après. Donc en fait, autant qu'ils mangent, quoi. Donc non, mais on parle d'un truc vraiment... Enfin, ils vont passer 24 heures sans manger, quoi. Donc c'est cool. Et ça, c'est un truc de trip, quoi. C'est pas un truc de tête. C'est un truc de trip. Mais ça ne veut pas dire que quand on a trouvé son truc de trip, on ne doit pas être attentif intellectuellement au malheur du reste du monde. Et donc je ne suis pas d'accord avec ce truc du bout du bras. Il faut avoir essayé avec chacun ses possibilités. On n'a effectivement pas tous fait un master en je sais pas quoi et on n'a pas tous envie d'écouter des podcasts à longueur de journée. Mais donc chacun doit trouver sa manière d'essayer de comprendre le monde pour essayer de mettre de la justice globale. Et ça, c'est un effort qui est au-delà de l'instinct. Je ne voulais pas non plus partir sur un malentendu. Effectivement, c'est pas être indifférent à ce qui est au bout du bras, bien sûr, absolument pas. Moi, je me permets, du coup, ça me fait penser à cette sortie de Seun Kuti sur la scène du festival, un artiste musicien d'origine africaine qui a dit vous voulez libérer la Palestine, vous voulez libérer le Soudan, vous voulez libérer le Yémen, vous voulez libérer, et il cite une liste comme ça de pays, et il a regardé tout le monde, et en étant en Europe, il a dit mais Free Europe, libérez déjà l'Europe, libérez l'Europe du capitalisme, libérez l'Europe du fascisme, libérez l'Europe de l'impérialisme. Je pense que cette histoire du bout du bras peut-être nous rappelle qu'ici et maintenant, il y a peut-être des choses qui sont à notre portée et qu'on peut déjà se permettre de poser l'entre-deux entre vous. J'avais une réaction d'abord et ensuite peut-être un envie de partage d'expérience à ce sujet-là. La réaction, c'est qu'on parle beaucoup du mythe de Sisyphe. Et bon, moi, ce qui me porte et ce qui m'anime, c'est les féminismes. Donc j'ai envie de parler du tonneau des Danaïdes, parce que c'est un mythe très équivalent, on n'en parle jamais, parce que c'est des bonnes femmes. Donc voilà, n'oublions pas les Danaïdes qui remplissent ce tonneau, qui se vide continuellement. C'est un mythe qui me porte plus que le mythe de Sisyphe, parce que ce sont des femmes. Elles ont commis une erreur, et donc leur châtiment, c'est de remplir un tonneau d'eau qui se vide tout le temps. Donc c'est le pendant féminin du mythe de Sisyphe. J'avais juste envie de l'évoquer. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Quand même ce truc de se dire que quand on fait un acte individuel qui peut avoir une portée collective et que certains actes où on a l'impression qu'ils sont collectifs mais en fait sont tout à fait individuels, ça va beaucoup me faire réfléchir. Et alors, je viens à ma question. Donc moi, ce qui me porte, c'est les féminismes, vous l'aurez compris. Mais c'est vrai que j'ai souvent cette réaction et je sais très bien que c'est dans l'intérêt de l'empire, comme je l'appelle, et ça vient pas de moi, ça vient d'un livre, de diviser les luttes, mais on va me dire... Ah, mais il y a quand même des trucs plus importants. Il y a une catastrophe écologique, un truc. Les féminismes, c'est pas prioritaire. Comment peux-tu mettre ça en avant alors qu'il y a d'autres trucs plus importants? Et c'est là qu'on va me ressortir les femmes afghanes, forcément. Et donc, j'ai mes propres réponses dans ma tête, mais c'est vrai que ça m'intéresse un échange autour de ça. Bah tiens, quand on vous dit que votre lutte est en fait pas prioritaire, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, comment vous réagissez?
Eh bien, dans ce cas-là, je recommande à la personne de lire Les Racines du ciel de Romain Gary, je suis désolé, c'est un homme. Ou si la personne est un peu paresseuse ou préfère le cinéma, d'avoir l'adaptation cinématographique. C'est en gros un roman et un film qui se passe assez peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale et où un type se bat contre le trafic d'ivoire et donc le massacre des éléphants et reçoit l'aide, en fait, plus ou moins discrète d'une femme qui est venue essayer de se réparer en Afrique parce que pendant la guerre, elle a servi de chair à plaisir aux soldats. Et c'est un bouquin qui dit, en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans les luttes. Et quand tu luttes contre le massacre des éléphants, en fait, tu luttes contre les mêmes mécanismes que ceux qui ont pu aboutir au massacre d'un peuple, à l'utilisation des femmes comme des objets, etc. etc. C'est une piste, hein. Il y a certainement des tas d'autres, mais je pense qu'elle a aussi le mérite de peut-être... Enfin, c'est plutôt la proposition de Mohamed Taleb a pour moi le mérite de tenter d'écarter le carcan conceptuel dans lequel on risquerait de s'enfermer si on continue à essayer de suivre à la lettre l'intitulé de la soirée, parce que par moments, j'ai l'impression que certaines de nos interventions alimentent un débat comme si résister était le Saint Graal, était un cachet de sainteté, de justesse de notre position dans le monde, en tant qu'artiste en l'occurrence. Alors que moi, si je regarde mon grille-pain, il y a des jours où je me dis putain, mais résister, c'est complètement délirant, quoi. C'est passer du rouge chaud au froid tant que moi je n'appuie pas sur le bouton. C'est au moins une fois par semaine déclencher l'alarme anti-incendie qui me casse les oreilles. Et alors parfois, il me fait aussi du bon pain grillé, ça je dois le reconnaître. Mais les résistances, c'est pas une vie, quoi. Et peut-être que si ce qu'on veut, c'est changer le monde, pour utiliser une autre expression galvaudée, peut-être qu'il y a aussi d'autres pistes que résister. Donc montrer les mondes souhaitables, ça ne se fait pas nécessairement en résistant. Alors ça peut être en soi une posture de résistance par rapport à ce qu'il y a autour. Parfois, je trouve que parfois on se laisse entraîner, moi y compris, hein, dans une acception un peu étroite et presque morale en fait de la résistance. Et essayons d'ouvrir un peu les horizons. Moi, je pensais que tu allais parler du soin, pour résister autrement, tu parlais d'autres mondes et tout ça. C'est un truc un peu en filigrane dans nos entretiens à tous les trois. On a essayé que ça existe dans les trois interventions, puis en même temps, on n'a pas eu le temps qu'on voulait pour développer cette partie-là, mais je ne sais pas si l'une d'entre vous veulent parler de cette question de prendre soin du monde comme façon de résister, si on ne veut plus utiliser ce mot-là. Parce que j'ai beaucoup entendu ça, Najwa, dans ce que tu disais avec ton dispositif des cartes. Question, le temps qu'on accorde à chaque personne d'écouter vraiment ce qu'elle dit et comment ça nourrit profondément celle ou celui qui parle et celle ou celui qui écoute. Enfin, moi, ça me touche vraiment énormément, moi, ce genre d'approche comme ça. Et donc, même pratiquement, est-ce que tu sais faire ça de manière spontanée ou bien ça demande quand même un dispositif avec un partenaire et tout ça, ou bien si tu t'installes comme ça, je sais pas moi, une table d'un café, tout simplement, les gens vont venir près de toi Jusqu'à présent, ça se monte avec des partenaires. Je ne l'ai pas fait de façon improvisée sans partenaire. Donc, ce n'était pas complètement improvisé parce que c'était avec des partenaires. Ça pouvait être improvisé pour le public, mais pas pour la structure qui accueillait. Non, ça s'est vraiment programmé. Ça s'est construit avec des coproducteurs du spectacle ou avec d'autres partenaires à qui j'ai parlé du projet et que ça a donné envie. Ça répondait à des besoins aussi qu'ils avaient, des envies de trouver des moyens de créer des espaces d'échange, de paroles. En même temps, facile à mettre en place, mais pour offrir dans leurs espaces de consommation, ou pas que des espaces de consommation, mais quelque part où des fois on vient consommer un spectacle. Mais c'est aussi un temps où on peut s'arrêter pour se laisser aller, réfléchir, ou en tout cas prendre un temps sur des sujets finalement qu'on n'aurait peut-être pas abordés ce soir-là. Comme je disais tout à l'heure, peut-on être lucide et heureux, il n'y a pas de oui ou non, quoi. Mais ça pouvait être des questions beaucoup plus de quoi avais-tu peur quand tu étais enfant Et ça a amené plein de choses, quoi. D'un côté, je peux intellectualiser beaucoup les choses dans mon travail, mais quand je me lance dans ce genre d'action, j'intellectualise pas, je fais. Et puis après, il y en a qui intellectualisent ce que je fais peut-être. Ou quand c'est dans le cadre où il faut parler de son travail, on essaye d'intellectualiser un petit peu quand même pour pouvoir avoir l'air un peu intelligente. Mais c'est parce que je me dis que c'était trop bien ce qu'elle faisait. Sans s'en rendre compte, on était au cœur de ces actes posés, de l'être au monde, de la citoyenneté, où en tant qu'artiste, tu proposais aussi des choses qui sortaient du cadre, mais qui en même temps, tu réinvitais dans le cadre. Donc je pense que ça faisait sens.
Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment, ce que je vous ai un peu partagé sur des actions très pratiques, enfin très concrètes, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place par besoin. J'avais besoin de ça, et puis je me dis, je vais le créer comme ça. Et puis oui, je sentais quelque chose de façon très égoïste qui me faisait du bien à moi. Et puis apparemment, ça faisait du bien aussi à d'autres. J'ai envie juste de dire quelque chose, des injonctions, quoi. Moi, j'ai toujours en face l'engagement, en fait, parce qu'on parle d'engagement. Et c'est vrai que c'est dans quoi j'ai envie de m'engager. Est-ce que je suis quelqu'un d'engagé? On parle, hein. Qu'est-ce qui est louable, qu'est-ce qui n'est pas louable, bien par rapport aux autres. Bon, ça, c'est dans la vie, on vit ensemble, on se compare. Quelle est ma valeur? Les injonctions, en ce qui me concerne, l'âge fait que j'essaye, et c'est comme les Danaïdes, c'est un travail de chaque jour. Non, mais de repousser, et puis prendre soin de soi, prendre soin des autres. Prendre soin, c'est prendre aussi le temps. On a parlé du feu, de sentir ses intuitions, se faire confiance, quoi. Bon, tout ça, c'est très large, ce que je essentiel. raconte. Mais essentiel, peut-être. Parce que aussi, ce que j'aimais bien, c'est que tu as dit, tu commences par raconter un petit bout de Sherazade. Et moi, je suis persuadée de ça parce que je trouve ça miraculeux quand on raconte des histoires. Comme il y a quelque chose qui s'ouvre et on se parle tout de suite à un autre endroit, quoi. Et on se parle, en fait, on va tout de suite en profondeur, on va tout de suite dans la relation, parce qu'on passe par une histoire, quoi, qui est entre nous et qui est. Mais ça, alors ça, c'était pour le Café Écho, par rapport à Sherazade, dans le milieu du conte ou même du soin. Des orthophonistes aussi, par exemple. Il y en a beaucoup qui utilisent cette matière-là, c'est pas pour rien, le psychanalyste, parce que ça met à distance, mais ça nous met complètement dedans, quoi. Je t'avais raconté comment je suis arrivée au conte. Je suis arrivée au conte de par une transmission familiale, quand j'étais enfant et tout, mais comment je suis revenue au conte en tant qu'adulte, j'ai choisi d'en faire un métier. C'est vraiment parce que j'étais en perte de sens complètement. J'avais fait une traversée dans la peur, quoi. Et j'avais vraiment besoin de retrouver un ancrage, de m'engager dans le monde, de retrouver du sens. Et c'est vrai que c'est le conte. J'avais cet outil que je connaissais aussi, hein. C'est vraiment l'imaginaire, parce que ça ne parle que de nous, que de la vie, quoi, que de ce qu'on traverse, des relations entre nous, de cette multiplicité, de toutes ces divergences qu'on voit même là, dans cette salle, alors que je pense qu'on a beaucoup d'acquaintances, à plein d'endroits, sociales. Donc oui, et effectivement, je trouve que c'est une matière, c'est pas la seule, mais c'est une matière qui permet ça, moi, qui me permet aussi de travailler avec des publics très différents. Quand j'ai travaillé avec les jeunes mamans, avec des enfants en bas âge, logés au centre Croix-Rouge, la Croix-Rouge, avec elles, en même temps, il y avait des femmes âgées d'un tout autre milieu social qui étaient là, et de parler du conte, j'ai utilisé Sherazade aussi, mais d'autres histoires, ça a permis d'ouvrir des discussions enflammées, mais en même temps, ça passait par le conte. Et des fois, il y a eu des choses magnifiques. Mais ça permet aussi de prendre soin quelque part, je trouve, cette distance. Et des fois, de prendre la distance aussi avec ce qu'on reçoit dans la vie, avec toutes ces injonctions, avec les injonctions qu'on se donne, les injonctions que la société nous donne, que nos voisins nous donnent. Ou quoi. Prendre soin de ça, c'est aussi important. Et quelque part, pour moi, la plus belle des résistances, c'est de continuer à vivre, quoi, et à célébrer et l'amour et le bonheur. Et putain, on a le droit d'avoir envie de vivre heureux, quoi. Je veux dire, merde, quoi. On peut être heureux. Et c'est important d'être heureux. Être heureux, c'est aussi se battre, continuer à se battre pour ne pas se faire coloniser. Et il n'y a pas à se sentir coupable parce qu'on a envie et qu'on recherche le bonheur. Je ne sais pas si c'est toi, Manu, qui parlais de degré dans l'engagement, mais je veux dire, je pense encore plus aujourd'hui dans notre monde, dans les mondes dans lesquels on peut vivre, je veux dire, on a besoin de ça, encore plus de beauté, encore plus d'amour, encore plus de soins. Moi, j'adorais le trash, mais là, en ce moment, j'ai pas du tout envie de ça. Je dis pas que c'est pas bien, chacun fait comme il veut, mais je veux dire, on a encore plus besoin de ça aujourd'hui parce que le trash, il est là, partout autour de nous. Et putain, il faut qu'on rééquilibre avec les Danaïdes, quoi, et qu'on aille chercher la beauté et l'amour. Merci, Najwa. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Je te l'avais dit, j'attends que quelqu'un parle d'amour pour clôturer, sinon je clôturerai pas. C'est fait. Merci à vous, intervenants de cette causerie. Merci à l'équipe organisationnelle à qui je vais laisser le dernier mot. Alors merci à toutes et tous d'être là, d'avoir été là. Je vais juste dire les prénoms parce que j'écorche souvent les noms de famille. Donc je vous demande de remercier encore Najwa, Karine, Nabil et Mohamed pour leur présence. Alors un immense merci à Christophe en régie. On a vraiment été accueillis aux petits soins par l'entrelac. Donc vraiment merci pour cet entrelacement entre nos univers. Ah, le jeu de mots est facile, mais je ne pouvais pas le battre.
Donc merci immense à Karine et Malika et puis au reste de l'équipe. Et dans tous les remerciements, il y a quand même 2 noms qu'on n'a pas encore dit et donc sans elles, rien ne serait possible. Donc merci à nos super permanentes, Alicia et Marion. Voilà.